Deuxième partie de l'Africa Newsroom, l'écrivain camerounais Raphaël Elono et Jean-François Akandi Komba, notre éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. On continue de débattre de l'actualité. Tout de suite, le grand angle. En raison de la conjoncture difficile qu'il traverse, le Zimbabwe n'est pas en mesure de payer ses arriérés de paiement, des arriérés à ses créanciers étrangers. Le Zimbabwe qui doit 1,8 milliard de dollars, principalement à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. Siamlo Victoria Sechi. Oui, la sortie de la crise de la dette s'annonce difficile. Le gouvernement vient d'annoncer l'impossibilité de régler dans les délais fixés 16 impayés à la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. La dette est évaluée à 1,8 milliard de dollars. La déclaration faite par le gouvernement est considérée par beaucoup comme un volte-face, car en avril 2017, le ministre des Finances avait annoncé être en mesure d'honorer ses engagements, chose qui ne sera pas possible selon le ministre. Il faudra attendre d'avoir résolu la question du déficit budgétaire qui frôle actuellement la barre de 10% du PIB. Quand nous estimerons que les fondamentaux de notre économie sont sains, nous rembourserons la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Le gouvernement a déclaré que les prêts accordés par la Banque mondiale coûtent annuellement 15% au budget de l'État. Un budget déjà limité depuis la pénurie de devises que le pays affronte difficilement depuis 2006. En juillet 2017, l'on annonçait un gap budgétaire de 1,4 milliard de dollars pour le compte de l'année 2016. À ce jour, le stock des bons émis dépasserait les 2,5 milliards de dollars. Oui, la situation au Zimbabwe, elle est vraiment alarmante. Je me pose certaines questions. La communauté internationale aurait pu voir cette situation depuis quasiment 2 décennies. Dès l'instant que déjà le président Mugabe avait déjà commencé la nationalisation des terres. Cette nationalisation des terres, qui constitue vraiment l'un des éléments importants de la structure du PIB du Zimbabwe, a été un élément déclencheur de la situation financière qui continue de se dégrader. Et déjà, le Zimbabwe est sous hyperinflation. De nombreux analystes s'interrogent sur la crédibilité du Zimbabwe auprès des bailleurs de fonds du fait de ses nombreuses mésaventures économiques. Ces derniers craignent que la situation ne se détériore, car à ce jour, c'est plus de 7 milliards de dollars de dettes non payées que le pays doit à ses créanciers. Raphaël Elono, en 2016, le Zimbabwe était pourtant parvenu à rembourser toute sa dette au FMI. Là, c'est de nouveau la question de la solvabilité du Zimbabwe qui refait surface à nouveau. Oui, le Zimbabwe traverse une situation très difficile. D'ailleurs, le Zimbabwe n'est pas le seul dans ce cas-là. Quand vous allez faire le tour en Afrique, vous verrez que notre dette en Afrique s'élève à plus de 350 milliards. Que nous devons aux créanciers étrangers. Elle est la plus élevée de toutes les régions du monde en développement. Et cette dette colossale-là empêche parfois des investissements publics. Et en ce moment, le Zimbabwe, bon, on va prendre son temps pour essayer de trouver, c'est au gouvernement de trouver des solutions. Comment faire entrer l'argent dans les caisses et rembourser ses créanciers. Mais c'est difficile pour tout le monde. Alors justement, le gouvernement du Zimbabwe dit qu'il va rembourser sa dette à la Banque mondiale et donc aussi à la BAD, lorsque les fondamentaux de l'économie se seront améliorés. Le pays sera alors en capacité de rembourser. Comment cette déclaration pourrait rassurer les créanciers quand on sait que cela fait plus de 10 ans que le Zimbabwe est quand même en crise ? Oui, le Zimbabwe est en crise et lorsqu'on parlait tout à l'heure du remboursement au FMI, c'était à la lumière de cette crise qu'il faut analyser cette décision-là. D'ailleurs, avec une petite rectification, ce que le Zimbabwe a fait, ce n'est pas d'avoir remboursé la totalité de ses dettes auprès du FMI, auprès du fonds, il y avait des arriérés. Les arriérés de 15 ans, me semble-t-il. De remboursement. Ce sont simplement les arriérés qui ont été apurés et le Zimbabwe doit encore de l'argent au Fonds monétaire international et le Zimbabwe a été dans l'obligation de le faire pour pouvoir se donner un petit appel d'air, pour pouvoir être soutenu par le Fonds monétaire international. Alors, cette déclaration, elle peut être reçue de façon contrastée, mitigée, parce que la promesse
d'assainir les comptes de l'État est une promesse qui est douce aux oreilles des créanciers, en règle générale, en tout cas des bailleurs de fonds. Et quand on entend assainissement des finances de l'État avec le FMI qui va sans doute faire des promesses de financement, c'est plans d'ajustement structurel derrière. Qui risque de peser lourdement sur les lourdement sur l'économie, sur la structure même de l'administration, de l'État. Bon, donc ça peut rassurer les créanciers, mais de ne pas rembourser, ça ne rassure jamais les créanciers. En l'occurrence, il s'agit de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Je crois que le gouvernement zimbabwéen n'est pas fou. On a évoqué tout à l'heure un chiffre sur lequel on n'a pas beaucoup insisté. La totalité de la dette zimbabwéenne aujourd'hui frôle les 8 milliards. Oui, frôle les 8 milliards. Dans cette dette, il y a un endettement auprès de fonds privés. Le Zimbabwe rembourse rubis sur ongle. Avec 15% de taux d'intérêt par an. Auprès de cela, il peut temporiser auprès d'institutions publiques internationales, c'est la Banque mondiale, c'est la Banque africaine de développement, mais il ne peut pas se permettre auprès d'investisseurs privés, par exemple, en tout cas de financeurs privés, de faire la même chose. Donc le Zimbabwe est mal pris aujourd'hui. Il faut espérer pour ce pays que, même si c'est au prix d'un ajustement structurel, le Fonds monétaire international viendra au secours. Un certain nombre de mesures d'ordre économique avaient été prises dans les 2 ans qui viennent de se passer, notamment, bon, ça peut se discuter, la nationalisation d'un certain nombre de filières, dont les filières minières, par exemple, au Zimbabwe, pour pouvoir se donner quelques moyens, mais il faudrait une rupture véritable de politique économique au Zimbabwe pour en sortir. Alors, Raphaël Lono, et justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Jean-François. Est-ce que les différents appuis n'ont pas finalement servi qu'à maintenir sous perfusion le gouvernement du président Robert Mugabe plutôt qu'à encourager des réformes? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, comme disait Jean-François, qu'il faudra faire vraiment des réformes en profondeur. Moi, ce qui m'a toujours intrigué en Afrique, c'est que nous avons un sous-sol riche, très riche. Nous ne sommes pas aussi pauvres que ça. Et comment se peut-il que nous nous retrouvons dans des situations comme celle-là? Moi, c'est la question que je me suis toujours posée. Bon, aux experts de nous expliquer, et parfois quand ils expliquent, ça sonne tellement savant que vous êtes convaincus que la situation qui nous arrive, nous la méritons. Mais moi, j'ai toujours eu des doutes. Il faut vraiment des réformes en profondeur. Et puis, bon, ça n'arrange pas les affaires tant que peut-être le président Robert Mugabe est là. Je crois que lui, c'est peut-être lui-même le problème, peut-être. Et justement, quelle piste pour sortir de cette crise? C'est qu'il cède le pouvoir à la nouvelle génération, puisqu'ils n'ont pas la même vision du monde que lui. Parce qu'on aura beau, tous ces présidents qui restent au pouvoir pendant plus de 3 décennies, bon, ils auraient beau avoir des discours modernes, mais quand vous regardez leur comportement, ils agissent toujours avec les lunettes du passé. Les lunettes du passé. Je crois que si la jeunesse arrive à prendre ce pays, ils vont essayer parce que c'est toujours le peuple qui paie, parce qu'il faudrait que ce peuple serre toujours la ceinture. Alors que quand cet argent avait été donné, ils n'ont même pas vu un radis. Mais lorsqu'il faut serrer la ceinture, c'est toujours le peuple qui souffre. Et je crois qu'il est temps quand même que le pouvoir passe de main et qu'on essaie de voir un peu la vie autrement. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.